qui ont nourri vos réflexions. Il y avait des sujets sur l'aménagement, l'accompagnement des prestataires et des porteurs de projets. Un gros sujet sur l'accueil, la communication, le marketing. Et puis aussi un sujet sur la qualification de l'offre, le développement de l'offre que vous avez évoqué au cours de vos échanges et qui sont effectivement des sujets qui sont étroitement liés les uns aux autres. Si on parle aménagement, je vais me perdre dans mes petites notes. Vous avez évoqué l'accompagnement des porteurs de projets, qui est un sujet éminemment important, et notamment des micro-projets dans le domaine associatif. Ce qui ressort de vos échanges, c'est que les porteurs de projets se sentent parfois un peu perdus parce qu'ils n'entrent pas forcément dans les schémas traditionnels d'accompagnement. Ils ont du mal à avoir accès à l'offre et on note des attentes assez fortes en termes de communication sur les dispositifs. Alors, on trouve effectivement des aides à l'échelle locale, départementale et régionale, et parfois il est facile de se perdre dans les méandres des différentes administrations qui peuvent accompagner les porteurs de projets. Et vous êtes vraiment en attente de supports qui peuvent centraliser ces informations pour vous guider. Une idée a germé au sens figuré, mais elle est fort intéressante, c'est celle d'une pépinière de projet qui pourrait être pilotée par l'AGLO et qui accompagne les porteurs de projets depuis voilà, la petite graine qu'on sème là, au figuré cette fois-ci pour lancer un projet et puis trouver un appui pour mener la réflexion jusqu'au lancement, l'aboutissement d'une structure et d'un projet. Ça, c'est des éléments importants pour guider les porteurs de projets, de ne pas se perdre parfois dans des idées qui sont très bonnes et très louables, mais qui manquent parfois d'un petit coup de pouce à leur lancement. Il a été ensuite question de l'offre des patrimoines. Donc vous êtes sur un territoire très riche dans ce domaine. Vous avez défini différentes formes de patrimoine, bien sûr sur le patrimoine bâti. Vous êtes très attentif au côté identitaire de vos patrimoines, puisqu'on ne peut pas parler d'un patrimoine. Il a été question dans vos échanges de savoir-faire, de biens immatériels, au travers des légendes et des contes. Je retiens une forte réflexion sur le petit patrimoine, qui effectivement constitue une grosse partie de l'offre touristique aussi. C'est vrai sur votre territoire, c'est vrai sur tous les territoires. Ce petit patrimoine peine parfois à être révélé parce que caché, parce que pas toujours, ne laissant pas toujours des traces très parlantes aux touristes qui peuvent le consommer, mais aussi aux habitants. Donc on note dans vos réflexions un besoin de révéler ce petit patrimoine et aussi un élément très important qui a retenu mon attention. Vous soulignez l'importance d'impliquer les habitants dans la valorisation de ce petit patrimoine, et c'est effectivement par le biais des habitants qu'on peut aussi se réapproprier certains lieux, certains éléments de patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel. Alors l'exemple de Mortain que je vais vous livrer parce qu'il me semble suffisamment parlant, sur la mise en lumière des remparts, a été un projet qui a demandé du temps vraisemblablement, mais qui a eu un fort impact des locaux. Et en révélant une certaine fierté chez les locaux, on en fait des ambassadeurs, des prescripteurs, et là tout part du terrain en fait pour conquérir les clientèles touristiques. Donc les habitants ont un rôle vraiment important à jouer. C'est vrai pour le patrimoine, c'est vrai pour une stratégie touristique dans sa globalité. Ce sont bien les habitants qui font un territoire, et s'ils ne sont pas convaincus, on l'a évoqué ce matin, enfin Arnaud Burel l'a évoqué, et si les habitants ne sont pas fiers de leur territoire, s'ils ne sont pas convaincus de son attrait touristique, eh bien on passe à côté de quelque chose. Voilà, un petit mot rapide pour conclure sur cette question du patrimoine. Vous soulignez tous la nécessité de soutenir le patrimoine par
par des associations ou par des regroupements de bénévoles ou autres pour faciliter la mise en lumière du patrimoine parce que c'est un travail très chronophage que de le recenser et dont le rôle va probablement incomber à une structure si vous faites ce choix de vous appuyer sur le petit patrimoine dans la valorisation de votre offre touristique. J'en arrive du coup au sujet de l'accueil. On arrive sur les domaines plutôt de communication et de marketing. L'atelier sur l'accueil m'a semblé aussi très, très riche avec des partis pris assez forts exprimés de votre part. C'est assez courageux, me semble-t-il. Vous reconnaissez tous le fait que l'accueil et la diffusion de l'info doit se faire de diverses manières. Je pense que je n'ai pas besoin de réaffirmer le fait que le rôle de l'Office de tourisme dans sa forme traditionnelle est en pleine évolution et en pleine mutation. Vous souhaitez un office de tourisme ou en tous les cas un accueil physique qui aille au-devant des clientèles, qui soit vraiment sur les lieux de fréquentation. Le golfe du Morbihan le pratique et d'autres destinations le font de plus en plus. Être présent, peu importe sous quelle forme, j'ai envie de dire, l'important c'est d'être au plus près des clientèles touristiques pour leur délivrer l'information là où elles sont et au moment où elles sont réceptives. Ça c'est un point très important aussi. C'est-à-dire que l'ouverture d'un office de 9h à 19h, c'est pas forcément le format sur lequel les touristes cherchent l'information. Ça veut dire aller sur des nouveaux outils, du numérique peut-être, sur de la présence téléphonique en dehors d'horaires classiques. Vous avez évoqué différents outils de chat qui me semblent effectivement dans l'air du temps. On a des touristes ultra connectés et pousser la porte d'un office, c'est pas forcément ce qu'ils vont faire parce que dans la journée ils sont occupés ailleurs. Par contre, le soir, quand ils rentrent dans leur hébergement, ils ont envie de trouver de l'information sur les activités à pratiquer et l'office se doit d'assurer une forme de délivrabilité novatrice de l'information sur certains créneaux. On a des exemples d'offices ou de territoires dans le département qui repensent totalement leur saisonnalité dans l'ouverture de BIT, qui vont sur des fermetures de bureaux pour repenser la diffusion de l'information via d'autres moyens de mutualisation avec d'autres services dans les communes, par exemple. Donc ça, c'est des pistes de réflexion pour vous. Les prestataires que vous êtes expriment jouer un rôle de plus en plus fort de prescription et de recommandation auprès des touristes. Alors c'est vrai, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est au moment où on arrive dans son hébergement qu'on a envie de discuter avec son hôte pour découvrir un peu le territoire. Vous formulez le souhait d'être mieux outillé, entre guillemets, pour pouvoir répondre à certaines questions des touristes. Alors ça passe probablement par des outils digitaux à destination des socioprofessionnels, à des formes de mise à disposition d'une information condensée, synthétisée, mais peut-être avec plus de réactivité sur des évolutions d'ouverture, de fermeture, d'horaires pendant la saison touristique, par exemple, pour que vous puissiez vous sentir suffisamment informé en temps réel pour répondre à des questions qui sont de plus en plus nombreuses de la part de vos clients. Les différents outils de promotion, vaste sujet, dans la continuité de l'accueil, bien évidemment. Digital, papier, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a une forme de complémentarité à maintenir dans les outils de communication et ça c'est indiscutable, c'est tout à fait vrai. Le papier, même si on a des touristes de plus en plus connectés qui disent vouloir déconnecter pendant leurs vacances et poster des selfies toutes les heures pendant leur séjour, je caricature un peu mais on est bien dans ce registre. L'accès au numérique est un élément
vraiment fondamentale de l'information touristique. Le papier a toute sa place dans le paysage de la communication touristique. Après, c'est qu'est-ce qu'on raconte sur les différents supports et comment est-ce qu'on présente le territoire. Les réseaux sociaux semblent avoir été mis un peu au cœur de vos discussions, en tous les cas des supports utiles, parce qu'ils permettent un ciblage vraiment très affinitaire et qu'ils permettent de délivrer de l'information vraiment en temps réel, d'être très ciblé d'effectuer un ciblage affinitaire selon les réseaux sociaux que l'Office de tourisme anime. On a parlé LinkedIn pour la cible plus corporate ou professionnelle, ou la cible des groupes, Instagram, et l'importance de la communication par l'image. Aujourd'hui, je pense que vous êtes tous unanimes à reconnaître la puissance de l'image et de la vidéo dans la communication touristique. Il y a un enjeu aussi de la part du territoire, et là je m'inclus dedans puisque que ce soit l'Office de tourisme ou nous au niveau de l'agence départementale, on travaille beaucoup à l'image du territoire. On a des banques d'images, de photos, de vidéos dont les droits sont négociés pour être mis à votre disposition à tous. Je pense que c'est le cas aussi des supports de l'Office de tourisme. Et c'est important de partager ces banques d'images et de supports pour qu'on puisse raconter le territoire de manière uniforme. C'est-à-dire que plus on va montrer une image homogène et cohérente du territoire, et plus on sera efficace dans notre communication. Donc là, je lance une invitation, et Hervé ne me contredira pas, je pense. Surtout, appropriez-vous ces supports iconographiques que nous mettons à votre disposition, que ce soit l'Office de tourisme ou l'agence d'attractivité. C'est vraiment des éléments de communication très puissants dans le paysage digital aujourd'hui. Les éditions, du coup, bien sûr, on ne remet pas leur vocation en question. Par contre, elles peuvent être repensées dans leur contenu. Aujourd'hui, publier des annuaires d'hébergement, est-ce bien pertinent dans des catalogues papier lorsqu'on sait que l'hébergement est réservé en amont du séjour et que ces documents ont une diffusion plutôt locale? Un annuaire des activités, des restaurants par exemple, peut trouver sa place puisqu'ils répondent à des besoins de communication en séjour. Par contre, un certain nombre de listings de prestations peuvent passer sur du digital pour servir à la fois de l'inspiration de séjour, lorsque les touristes sont en réflexion ou de recherche de leur séjour, mais aussi sur des outils plus mobiles pour répondre à des besoins de géolocalisation, que faire autour de moi et la manière dont on fait remonter l'offre. Le papier reste utile pour des documents à vocation inspirationnelle, c'est-à-dire raconter le territoire avec les documents d'appel que l'Office réalise brillamment d'ailleurs. Là où, encore une fois, la photo, le visuel, raconter l'histoire, raconter le territoire, faire témoigner des prestataires, faire témoigner des personnes qui incarnent le territoire semble parfaitement pertinent, puisque ce sont des outils de communication que les touristes ont envie de garder aussi, et ils peuvent servir aussi d'outils de prescription très forts par la suite. Par rapport au web, et là encore, vous avez parfaitement conscience de la digitalisation du tourisme de manière globale. Vous attachez beaucoup d'importance aux avis clients, et vous avez bien raison de le faire, puisqu'aujourd'hui, le touriste accorde beaucoup d'importance à l'expérience et à ce que ses pairs vont lui raconter de ce qu'il a vécu sur le territoire. Et vous en mesurez l'importance pour l'animation des sites web de l'Office de tourisme notamment. Un petit mot sur les salons qui ont été abordés dans plusieurs ateliers, semble-t-il. Vous avez vraiment le souhait de maintenir une présence sur des salons, parce qu'encore une fois, c'est une forme d'accueil et de rencontre des clientèles.
Vous voulez une présence sur des salons beaucoup plus ciblés et vous souhaitez surtout une mutualisation avec des partenaires et vous voyez le rôle de l'OT comme un pilote et un fédérateur pour vous permettre d'assurer une présence sur certains événements. C'est un fonctionnement qui a déjà été éprouvé, certains d'entre vous le connaissent, on l'a évoqué avec Gaël notamment sur la présence des salons lorsque on avait une stratégie beaucoup plus forte en la matière, mais c'était vraiment le rôle qu'on attendait, alors parfois à l'échelle du CERT, du comité régional du tourisme, lorsqu'on se déplaçait à l'étranger, mais aussi soit du département ou encore de l'office selon l'échelle de territoire sur lequel que vous souhaitez représenter bien évidemment, et selon la portée des salons, selon qu'il s'agit de salons nationaux ou plus locaux. Mais en tous les cas, une vraie stratégie est à maintenir sur la présence à des salles. Là, je parle plutôt grand public. La question s'est posée aussi sur la cible B2B, la cible des professionnels, où vous souhaitez une présence à des workshops maintenus et qui semblent pertinentes pour aller faire du démarchage. Déjà dans les démarches de l'Office de tourisme, mais c'est bien de le souligner. Vous avez mentionné le tourisme durable. Bon, c'est vraiment un phénomène sociétal et dans l'air du temps. Le sujet du tourisme et handicap, le tourisme d'affaires, l'itinérance bien évidemment, le tourisme religieux et le tourisme de mémoire sont des axes importants à vos yeux. En termes de clientèle, les clientèles du nord de la France et de l'Europe, de manière globale, ont été identifiées comme clientèle cible. Le public scolaire de proximité, le tourisme de groupe et notamment des autocaristes. Et le tourisme, en termes de tourisme individuel, vous vous positionnez beaucoup plus sur la cible famille, petit groupe qu'on va appeler les tribus. Je prends un petit temps sur cette question du marketing puisque c'est un sujet qui est aussi au cœur de l'actualité de l'agence en ce moment. On se lance dans la réécriture d'un plan marketing tourisme à l'échelle du département. Et il nous semble important de le travailler de manière très étroite avec l'office de tourisme, avec les offices de tourisme. Là, pour le coup, je vais extrapoler sur l'ensemble du territoire, mais il me semble qu'on a une temporalité qui est assez juste en termes de définition de nos axes stratégiques sur ce plan-là. Donc j'ai envie de dire que les choses arrivent à point nommé et qu'on va pouvoir avancer sur des stratégies partagées. Les derniers ateliers donc, portaient sur la qualification de l'offre plus spécifiquement et le développement de l'offre. Pour la question de la qualité, vous reconnaissez et vous notez une exigence croissante de la part des clients. Les labels vous semblent importants, mais j'ai envie de dire, ce que je retiens de vos discussions, c'est qu'aujourd'hui, on a une multitude de labels dans lesquels les clients peuvent se perdre parfois. Les labels, ils semblent plus importants finalement pour les socioprofessionnels à qui ils permettent de s'auto-évaluer quelque part ou de s'intégrer dans une catégorie ou une autre. Du coup, vous attachez finalement plus d'importance au classement qu'au label en lui-même. Vous ne croyez pas vraiment au label de destination. Il est vrai, pour l'avoir vu sur certains territoires, que c'est quelque chose de très très difficile à installer, c'est coûteux, et finalement les retombées ne sont pas toujours à la hauteur des efforts déployés pour installer des labels. Grande importance attachée aux avis clients, à travailler, à surveiller et à exploiter aussi, parce que finalement nos clients nous disent beaucoup de choses sur notre destination, nos établissements, et parfois il est judicieux de s'appuyer sur ces avis pour raconter nous-mêmes l'histoire de nos territoires. Pour vous, le tourisme vert ou de nature, c'est avant tout les espaces naturels, l'écotourisme et l'itinérance. Et vous avez identifié 3 ou 4 pistes de travail
La qualification de l'offre vous semble le point de départ et ça me paraît bien normal et tout à fait judicieux. La préservation des espaces naturels est aussi un enjeu pour le territoire. Vous avez identifié un enjeu de communication aussi sur ces espaces naturels et ce tourisme itinérant. La signalétique, là on revient sur l'aménagement, mais évidemment l'itinérance, elle ne peut pas fonctionner sans des aménagements vraiment conséquents en matière de signalétique. Et vous soulignez un manque d'hébergement sur certains territoires. Donc ça, on est dans la question de l'offre. C'est un sujet qui n'est pas évident, mais qui peut trouver des solutions dans l'offre non marchande, par exemple. Et des pistes ont été évoquées autour de ce sujet. 2020 a vu vraiment l'explosion du tourisme itinérant. Les itinéraires de randonnée là, dans la Manche ont explosé en termes de fréquentation. Et on se retrouve vraiment face à un enjeu d'aménagement et de service aux usagers sur l'itinéraire. Nous, au niveau du département, on déploie beaucoup d'efforts sur le portage de bagages, par exemple, et l'accessibilité à des services sur l'itinéraire. Et je pense qu'il va vraiment falloir prendre ce sujet à bras-le-corps. Alors, là, je parle à une échelle plus départementale, hein, en termes d'aménagement, parce que cette tendance, elle a pour vocation à croître au fil du temps. Et aujourd'hui, les randonneurs, ce n'est pas les backpackers d'il y a quelques années. On a des touristes de plus en plus exigeants qui cherchent du confort. Donc le portage de bagages est un élément, mais la qualité de l'hébergement aussi. Les itinérants d'aujourd'hui n'ont plus l'attente sur le dos et ils sont en recherche d'une offre d'hébergement de qualité. On a vraiment une offre qui a le potentiel d'attirer des clientèles étrangères aussi. Et là, ça c'est encore un enjeu supplémentaire en termes de qualification de l'offre pour leur permettre d'accéder à une offre aux standards des clientèles étrangères. L'événementiel est un sujet assez... moi, j'en retiens que vous l'avez vu comme un sujet assez complexe parce que vous avez d'ores et déjà de grands événements sur le territoire qui ont leur public. Et finalement, il y a deux enjeux pour le territoire. Le premier, c'est est-ce qu'on s'appuie sur l'offre existante pour émerger en tant que territoire à fort événementiel et attirer un public pour cette thématique, ou bien est-ce qu'on développe une offre plus diffuse ou à plus petite échelle, mais plus riche sur le territoire pour apporter finalement une offre supplémentaire aux touristes en séjour. Donc on a cette question qu'il vous appartiendra de trancher dans vos stratégies. Donc dans événementiel, vous avez mis beaucoup de choses finalement et vous qualifiez d'événementiel tout ce qui peut faire ressortir des points saillants, des points identitaires du territoire. Vous considérez l'événementiel comme un élément à rattacher vraiment au territoire. C'est quelque chose qui sert, finalement ce sont des outils qui servent à raconter le territoire. Et c'est vrai partout. Quand on parle de jazz sous les pommiers, et ben jazz sous les pommiers, c'est à Coutances et nulle part ailleurs, parce qu'on y parle de jazz, mais il y a cette spécificité ici à Coutances et pas ailleurs. Donc on a aussi certaines spécificités à asseoir dans votre territoire. On a mené des enquêtes de perception du territoire au niveau de l'agence d'attractivité en début d'année. Et les résultats viennent de paraître, vous pouvez les consulter sur nos sites internet. Ils sont riches d'enseignements. La Manche, elle est reconnue pour ses grands espaces naturels, pour son caractère maritime, la beauté des paysages. Là, j'ai envie de dire, le travail a été fait et on bénéficie d'une image plutôt positive. En revanche, on a un vrai déficit d'image pour ce qui touche à l'événementiel.
Par exemple, le panel de touristes qu'on a interrogés, d'habitants aussi dans une moindre mesure, mais des événements comme Papillons de nuit ne sont pas du tout associés à la Manche. Et ça, c'est un vrai point faible dans notre communication. Il faut vraiment qu'on s'accapare ces grands événements qui attirent du monde. Vous avez Papillons de nuit, vous avez le festival Grande Marée, qui sont déjà des événements installés sur le territoire, mais que vous devez vous approprier beaucoup plus dans la communication. C'est vrai à votre échelle, c'est vrai à l'échelle de la Manche, et ce sont des vecteurs d'attractivité vraiment très forts. La Manche, elle n'est pas reconnue finalement comme un territoire dynamique parce que son offre culturelle, sportive aussi, hein, on a des beaux événements sportifs qui ne sont pas connus aujourd'hui. Donc voilà, un enjeu pour vous, d'ailleurs vous l'avez souligné, le rayonnement des événements a été mentionné dans vos discussions. Vous ressentez le besoin de fédérer les acteurs beaucoup plus massivement autour des événements parce qu'ils sont quand même riches de retombées et ces retombées, elles pourraient être beaucoup plus fortes encore si l'ensemble des forces vives étaient mobilisées autour des événements. La question de la mobilité, comment se rendre à certains événements, comment les rendre plus accessibles en termes de réservation d'hébergement, etc. Ce sont des vrais sujets sur lesquels vous souhaitez avancer. La chance, j'ai envie de dire, d'avoir un touriste qui recherche une offre, qui cherche à donner du sens à ses vacances. Vous avez une promesse qui est très ambitieuse. Vous voulez faire les vacances de ma vie ici en baie du Mont-Saint-Michel. Donc, tenez vos promesses et l'enjeu, il est vraiment celui d'avoir une offre à la hauteur des vacances de la vie de vos touristes. Donc la qualité de l'offre va être forcément un de vos sujets très importants. Et puis révéler le territoire à ces touristes en quête de sens qui vont aussi avoir envie de découvrir l'arrière-pays, j'ai envie de dire, derrière ou devant le Mont-Saint-Michel selon où on se place. Mais la conjoncture est favorable, j'ai envie de dire, aujourd'hui à un rayonnement géographique, là pour le coup, et plus diffus des touristes. Donc voilà, de beaux défis à relever pour l'Office de tourisme et pour vous tous.